Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Adrien Merci Gendre. d'avoir accepté notre invitation. Votre collègue Éric Dupond-Moretti s'est vu signifier hier son renvoi en procès devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Il va se pourvoir en cassation, mais il va pouvoir rester au gouvernement ? Oui, il est dans l'action. J'étais avec lui il y a quelques jours, ce week-end, en Guyane, pour prendre des mesures pour lutter contre les trafics de stupéfiants. J'ai échangé aussi avec lui sur son budget. Pour la 3e année consécutive, le ministère de la Justice connaîtra une augmentation historique de 8%. Mais c'est pas ce qui est en cause. À son action, non, mais c'est une réponse à votre question sur le fait qu'il reste à sa tâche, qu'il est pleinement mobilisé pour renforcer les moyens du système judiciaire, réduire les délais, lutter contre les stupéfiants, les violences faites aux femmes. Donc, peu importe et cette renforcer le décision. service public de la justice. Il y a également le secrétaire général Alexis Kohler de l'Élysée, collaborateur d'Emmanuel Macron, qui a été mis en examen, on l'a appris hier, lui aussi pour prise illégale d'intérêt, lui aussi va pouvoir rester à son poste. Dans aucun cas, ces décisions ou ces procédures judiciaires ne vous interpellent. C'est une procédure qui avait été engagée précédemment. J'ai lu, comme vous, je pense, le communiqué des avocats d'Alexis Kohler qui rappelle Il conteste avoir commis tout délit. Oui, qu'il y a eu une première plainte de l'association Anticor en 2019, je crois, qui a été classée sans suite en l'absence d'infraction caractérisée. Du coup, une deuxième plainte d'Anticor a été déposée, qu'il y a eu une enquête pour 4 infractions possibles, que 3 ont été déjà écartées, qu'il en reste une et que le travail va se poursuivre. Mais je crois, et c'est ce qu'ont rappelé les avocats d'Alexis Kohler, qu'il a attesté d'un certain nombre de témoignages de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses collaborateurs pour des faits dont je rappelle qu'ils remontent pour certains à plus de 10 ans. Il est malgré tout mis en examen. Pour le coup, c'est pas un fait totalement anodin. Présumé innocent puisqu'il conteste évidemment les faits. Ça veut donc dire, Gabriel Attal, pour terminer sur ce sujet, que désormais la nouvelle doctrine pour Emmanuel Macron et le gouvernement, c'est que l'on soit renvoyé en procès ou mis en examen, on reste en place, fini la jurisprudence qu'on avait appelée Bérégovoy-Balladur, de dire quand on est mis en examen, on démissionne. Je crois que ça fait un moment que ça a été clarifié, notamment du fait que depuis cette jurisprudence Bérégovoy-Balladur, il y a eu des évolutions institutionnelles et que le garde des Sceaux ne donne plus de consignes individuelles. Je rappelle par ailleurs que nous avons... Même s'il aura à nommer le futur procureur de Paris l'année prochaine. Je vous rappelle par ailleurs que nous avons une doctrine, quand un ministre est condamné, il est amené à quitter le gouvernement. C'est ce qui s'est passé par exemple il y a quelques mois ou années maintenant avec mon collègue Alain Griset, qui a été condamné et qui a quitté le gouvernement. On va en venir à la question des retraites. Je le disais, ça fait partie des sujets très compliqués de cette rentrée. On avait hier une réunion de l'intersyndicale qui représentait 8 organisations syndicales. Elles se sont exprimées à la fois contre le report de l'âge légal de départ à la retraite, mais aussi contre l'allongement de la durée de cotisation. Est-ce que vous allez quand même avancer contre leur avis ? D'abord, elles ont dit, je crois, qu'elles participeraient à la concertation. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Notre souhait, c'est évidemment de travailler, d'échanger avec les organisations syndicales, avec les formations politiques. La Première ministre a reçu les présidentes et présidents de groupes. Et évidemment, on va continuer à dialoguer avec les syndicats, avec les formations. Mais est-ce que vous pourriez y renoncer ? politiques. Est-ce que dans le cadre de cette concertation, vous pourriez dire, très bien, vous êtes autour de la table, nous acceptons de renoncer au report de l'âge légal ou à l'allongement de la durée de cotisation ? Je crois que ce qui a été soumis à la concertation, c'est des éléments très importants de la réforme, c'est-à-dire la prise en compte des carrières longues, la prise en compte de la pénibilité et un certain nombre de paramètres qui permettront de garantir que le report de l'âge légal ne touche pas tout le monde de la même manière. Donc vous dites, on discute de ces sujets-là autour, mais on maintient le report de l'âge légal qui lui est un préalable. Plus qu'autour, je pense qu'ils sont au cœur de la réforme. Oui, le cœur de cette réforme, c'est de dire qu'on doit travailler globalement plus longtemps. C'est ce qu'on a dit pendant la campagne présidentielle. Il n'y a pas de surprise de ce point de vue-là, puisque les choses ont été annoncées très clairement dans le cadre de la campagne présidentielle. Non, mais dès lors qu'il y a une concertation, autant, on pourrait se dire, il y a des gages qui sont donnés dans les deux directions. Mais la concertation, elle est importante pour voir comment est-ce que ça s'applique. Qui est concerné, pour combien d'années, comment est-ce qu'on tient compte du fait qu'une personne qui a commencé à travailler jeune doit évidemment continuer à partir avant les autres, qu'une personne qui a eu une carrière pénible, un métier pénible, doit évidemment aussi pouvoir partir avant les autres. Tout ça est au cœur de la concertation qui aura lieu avec les organisations syndicales. Il y a un point qui n'est pas tout à fait clair encore pour moi. Est-ce que dans la réforme, il y a bien la suppression des régimes spéciaux ? Ça faisait partie des engagements de campagne. Ça concerne par exemple, alors qu'ils vont être essentiels cet hiver, les gaziers et les électriciens. Est-ce que leurs régimes spéciaux seront supprimés ? Vous l'avez dit, c'est dans la réforme qui a été annoncée, présentée par le président de la République dans le cadre de la campagne présidentielle. Et donc évidemment, ce sur quoi on travaille, c'est l'application de la réforme qui a été présentée dans le cadre de la campagne. Alors, autre point très important, c'est le nombre de milliards qu'on doit récupérer. Vous avez expliqué, vous, avec le président de la République, qu'il fallait parvenir à l'équilibre du système. Vous vous appuyez sur le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Mais quel est l'objectif chiffré ? Combien d'euros d'économie doit-on obtenir par an grâce à la réforme ? Ce qui a été dit pendant la campagne présidentielle, c'est que la réforme qui était présentée dans la
campagne devait permettre une économie de l'ordre de 8 milliards d'euros à la fin du quinquennat. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'une réforme d'économie budgétaire. C'est aussi une réforme qui est un élément clé de notre stratégie en faveur de l'économie et de l'emploi. Parce que la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que si on veut pouvoir financer des mesures essentielles à la protection des Français, notamment pour nos aînés, le fait d'avoir une retraite minimale à 1 100 euros quand on a travaillé toute sa vie, le fait de pouvoir être aidé dans l'adaptation de son logement quand on est en perte d'autonomie, mais aussi des grands projets sur l'éducation, sur la transition écologique, il faut des moyens supplémentaires. Que ces moyens supplémentaires, on ne souhaite pas les trouver en alourdissant encore la dette. Donc, on ne souhaite pas les trouver non plus, je vais au bout de ma démonstration, en augmentant les impôts. Et que donc, on peut et on doit les trouver en augmentant globalement le volume de travail dans notre pays. Parce que plus vous avez de Français qui travaillent, plus vous avez de recettes sociales, plus vous avez de recettes fiscales qui permettent de financer des priorités. L'estimation que nous avons sur l'impact d'une réforme des retraites sur les finances publiques, ce qu'elle dégagerait en termes de recettes sociales et fiscales, c'est de l'ordre de 20 milliards d'euros à la fin du quinquennat. Si on augmente le taux d'emploi, le nombre de Français qui travaillent dans notre pays, ça augmente les recettes pour la sécurité sociale, pour le budget de l'État. Alors je vais vous laisser terminer, mais j'ai quand même une précision à vous demander. La réforme des retraites ne va donc pas uniquement servir à équilibrer le système, mais aussi à vous dégager des marges budgétaires pour la santé, pour l'école, pour l'écologie. Exactement, parce que si on avait le taux d'emploi des Allemands, qui sont nos voisins, on aurait beaucoup moins de problèmes de finances publiques. Plus vous avez de Français qui travaillent, plus vous avez de recettes fiscales et de recettes sociales. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans, grâce à l'action qui a été menée pour favoriser le travail. Et on voit qu'on bénéficie de cotisations sociales et de recettes fiscales en hausse, parce qu'il y a globalement plus de Français qui travaillent. C'est ce qui nous permet de financer aujourd'hui le bouclier tarifaire pour protéger les Français face à l'envolée des prix, mais aussi l'investissement dans l'éducation, dans les armées. Donc le cœur de notre stratégie, encore une fois, c'est d'augmenter le taux d'emploi dans notre pays. Ça paraît comme ça assez technique et abstrait, mais c'est globalement de dire que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de marge de manœuvre pour agir. À tous égards. C'est travailler plus pour vivre mieux. Voilà, là où en face, vous avez des oppositions notamment qui promettent travailler moins pour gagner moins. Parce que la réalité, c'est que moins on a de Français au travail, moins on a de marge de manœuvre budgétaire, plus on se retrouverait obligé d'augmenter les impôts ou les cotisations sociales, ce qui n'est pas notre souhait. Nous, les impôts, on continue à les baisser. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle propose. Elle propose d'aller chercher l'argent ailleurs. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat trop longtemps. Les oppositions, elles vous proposent aussi une méthode. Elles disent, puisqu'il y a une opposition des Français, c'est François Ruffin, le député insoumis, qui le disait au grand jury ce week-end. Il dit, mais allons au référendum, voyons ce que les Français en disent. Est-ce que ça peut être une possibilité ? Je pense que cette réforme a été annoncée, on l'a dit, dans le cadre de la campagne présidentielle, qui a eu ensuite un vote. Je ne dis pas que tous les Français qui ont voté pour Emmanuel Macron l'ont fait pour la réforme des retraites, évidemment, mais on ne peut pas dire que ce soit une réforme qui est sortie du chapeau. Ça fait 4 ans qu'on en parle, il y a eu une élection présidentielle qui s'est jouée notamment sur ce sujet-là. Je me souviens du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui avait largement porté sur cette question. Il me semble que maintenant, c'est le rôle des partenaires sociaux, des formations politiques, du Parlement, que de travailler et de voter in fine sur cette réforme. Ça veut dire que par exemple le 16 octobre, il y a une marche qui est organisée à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon avec des organisations de gauche et des partis de gauche. S'il y a du monde dans la rue, des dizaines de milliers de manifestants, voire centaines, disait hier Mathilde Panot à votre place, ça ne changera rien, vous n'en tiendrez pas compte. On a une concertation qui est ouverte. On va continuer à travailler avec les organisations syndicales. Moi, j'ai compris que cette marche, cette manifestation était organisée avant tout sur la question du pouvoir d'achat. Et il me semblerait assez étonnant d'appeler à une marche contre une réforme qui n'a pas encore été présentée puisqu'elle est encore en train d'être soumise à la concertation. Pour le reste, heureusement qu'on n'a pas attendu la marche de la France insoumise pour agir contre la vie chère et pour le pouvoir d'achat. Heureusement qu'on n'a pas attendu la marche de la France insoumise pour revaloriser l'ensemble des minima sociaux de 4%, l'ensemble des pensions de retraite de 4%, pour augmenter le point d'indice des fonctionnaires de 3,5%. Pour verser une allocation exceptionnelle de rentrée à 11 millions de ménages pour les aider à affronter l'inflation. Heureusement qu'on n'a pas attendu la marche de la France insoumise pour supprimer la redevance télé qui va rendre 138 euros. On va peut-être pas faire tout l'inventaire parce qu'on a d'autres sujets. Non, mais je le dis, il y a marché, c'est bien, il y a agir, c'est mieux. Alors justement, sur ce qui est attendu de vous et sur ce qui est pour le coup déjà présenté, il y a le budget dont vous êtes en charge en tant que ministre chargé des comptes publics. Il y a d'ailleurs aujourd'hui en commission l'examen du texte qui commence à l'Assemblée nationale. Il y a une question qui cristallise les oppositions depuis plusieurs semaines, c'est la question des super profits. Vous-même, vous avez indiqué il y a quelques jours que le mécanisme de compensation qui permet à l'État de récupérer une partie des bénéfices réalisés sur les énergies renouvelables pouvait être élargi.
vous aviez dit pourrait être élargi. Est-ce qu'il peut être élargi ou est-ce qu'il va être élargi? Est-ce qu'on va demander une contribution plus importante ou à plus de monde? C'est immédiatement lié aux discussions qui ont lieu en ce moment avec la Commission européenne. Vous savez qu'une réunion importante s'est tenue vendredi dernier. Avec un point d'accord qui a été trouvé. On a au niveau européen la reprise d'un mécanisme qui existe en France, qui a inspiré le mécanisme européen, qui consiste à dire que quand il y a des énergéticiens qui bénéficient d'une forme de rente de situation et grâce, entre guillemets, à l'inflation sur les prix de l'énergie, dégagent des bénéfices importants, à ce moment-là, évidemment qu'ils contribuent et que l'État capte cette rente. Mais aujourd'hui, c'est sur les énergies renouvelables uniquement. Oui, et d'ailleurs, c'est près de 20 milliards d'euros l'an prochain qui seront restitués à l'État, ce qui nous permet de financer une grande partie. Mais donc, est-ce que vous allez l'élargir et aller au-delà des énergéticiens qui font les énergies renouvelables? Il y a des discussions qui sont en cours au niveau européen sur le mécanisme d'élargissement à d'autres dispositifs, notamment par exemple aux énergies fossiles et plus particulièrement, c'est ce qui nous intéresse en France puisque c'est là-dessus qu'on est concerné, aux activités de raffinage. Vous savez qu'en France, on ne produit pas d'énergie fossile, de gaz ou de pétrole. En revanche, on a des activités comme celle du raffinage. Et là, oui, on regarde quel est le mécanisme qui est en train d'être défini au niveau européen. Je crois qu'il y a des précisions techniques qui sont encore en train d'être travaillées. Et le cas échéant, évidemment qu'on adaptera notre mécanisme de ce point de vue-là. Le budget, c'est aussi fait de symboles. Il y a une tentation, une discussion pour interdire les jets privés. Maintenant, la question qui est sur la table, c'est de savoir s'il faut les taxer ou, pour formuler les choses différemment, leur appliquer des règles différentes. Aujourd'hui, il y a une taxe qui est réduite, comme pour les avions, la TICPE. Est-ce que vous pourriez soutenir l'amendement qui consisterait à dire on met fin à cette réduction et ils payent? Moi, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et se demander quel est notre objectif. Si notre objectif, c'est de lutter contre les émissions de CO2, baisser les émissions de CO2, je ne sais pas si l'augmentation d'une taxe fera que les jets voleront moins ou qu'ils seront moins émetteurs en CO2. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quelques mois, Airbus a fait voler un A380 au biocarburant, donc qui ne pollue pas ou quasiment pas. Si les biocarburants ne sont pas systématisés aujourd'hui dans l'aérien et notamment dans les vols commerciaux, c'est parce qu'ils coûtent très très cher, il y a un enjeu de filière, mais aussi parce qu'ils coûtent très très cher. Moi, plutôt qu'être le premier pays au monde à annoncer qu'on interdit les jets privés ou qu'on surtaxe les jets privés, je préférerais qu'on soit le premier pays au monde à dire dans quelques années, les jets privés en France doivent voler au biocarburant. Les personnes qui prennent des jets privés payeront beaucoup plus cher leur billet, mais au moins elles le feront pour un billet qui ne polluera plus. Voilà, c'est ça pour moi le cœur de ce qu'on doit rechercher. Après, on peut se poser toutes les questions possibles sur des taxes, sur des harmonisations de plafond. On aura le débat dans le cadre du PLF. Mais a priori, c'est non pour l'idée de taxer davantage. Ce que je dis, c'est qu'il y aura un débat s'il s'agit d'aligner une taxe sur une autre. Encore une fois, les parlementaires en débattront. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas oublier quel est notre objectif. Si c'est vraiment de réduire nos émissions de CO2, à ce moment-là, il faut probablement des propositions beaucoup plus ambitieuses que celle-là. Sur ce plateau, Bruno Le Maire avait annoncé que la suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, se ferait non pas finalement dès l'année prochaine, mais en 2 ans, 2023 et 2024. Aujourd'hui, il y a des oppositions et des élus locaux surtout qui vous demandent de renoncer à cette suppression, à la fois parce que ça coûte de l'argent à l'État et puis parce que les collectivités locales sont inquiètes sur les modalités de compensation. Est-ce que vous pourriez renoncer à supprimer cette CVAE ou finalement la supprimer sur davantage de temps que sur 2 ans? Non, il faut supprimer la CVAE. C'est dans la droite ligne de ce qu'on a fait ces dernières années pour baisser les impôts de production en France. Il faut se rendre compte qu'en 2017, la France avait 7 fois plus d'impôts de production que l'Allemagne. Vous imaginez, vous êtes un grand groupe, un investisseur qui veut s'implanter dans un pays européen. Il compare la France et l'Allemagne. Vous avez un des deux pays, la France en l'occurrence, où les impôts de production sont 7 fois plus élevés. Donc oui, il faut baisser les impôts de production dans notre pays. On a commencé à le faire ces dernières années. Il faut poursuivre. Il y a un papier des Échos hier qui a été publié qui montre très bien à quel point notre secteur industriel et les PME-TPE bénéficieront de cette mesure. C'est très important. Les élus locaux qui s'inquiètent ou qui ont des doutes sur cette mesure s'inquiètent notamment de la compensation qui pourra leur être accordée puisque la CVAE bénéficie aujourd'hui aux collectivités locales. J'ai beaucoup travaillé avec mes collègues Christophe Béchu et Caroline Cailleux avec les associations d'élus locaux pour définir les modalités de compensation. On a entendu d'ailleurs leurs propositions, on a bougé sur un certain nombre de points et je pense que la solution de compensation qu'on leur propose permet de garantir qu'ils seront compensés à l'euro près, que la compensation tiendra compte de la dynamique économique de leur territoire et doit permettre de rassurer. Mais c'est important qu'on continue encore une fois à faire baisser la pression fiscale sur nos entreprises parce que notre intérêt à tous,
c'est de développer l'activité économique en Mais France, toujours en de 2 créer ans, des emplois en France. 2023-2024, ça change pas, ça peut pas être étalé sur un temps Oui, plus long. il y a déjà eu une adaptation, vous l'avez Oui. rappelé, ça devait être en une fois, ça sera fait en 2 fois parce que l'an prochain, le bouclier tarifaire va nous coûter plus cher que prévu, ça demande de faire des efforts, tout le monde fait des efforts, les Français vont payer une augmentation de 15% de leur facture Mais d'électricité, pas de plus que gaz sur 2 ans. au lieu de 120%. Les entreprises aussi feront un effort avec une suppression d'impôts qui se fera en 2 ans plutôt qu'en une année. Vous parliez des collectivités locales, elles vous demandent également l'indexation de leur dotation globale de fonctionnement sur l'inflation, parce qu'elles disent les prix augmentent pour nous aussi, donc il nous faut plus d'argent. Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que c'est exclu? Je pense que ce serait une mesure qui est à la fois difficilement réalisable d'un point de vue budgétaire. Moi, ma responsabilité, c'est de dire la vérité aux Français sur l'état de nos comptes. Et la réalité, c'est que le budget de l'État ne peut pas être le garant en toute situation des difficultés connues par les budgets de nos collectivités locales. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça serait, je pense, injuste, puisque ça viendrait abonder des collectivités locales qui ne sont pas soumises aux mêmes difficultés que les autres. Donc moi, je pense que la ligne qu'on a adoptée cette année, qui est celle d'un filet de sécurité. Je rappelle qu'il y a 430 millions d'euros de filets de sécurité qui ont été adoptés cet été pour soutenir et cibler l'aide sur les collectivités qui sont particulièrement fragilisées par la hausse des prix de l'énergie ou de l'alimentation pour les cantines. C'est la bonne solution. Vous avez des collectivités qui vont bénéficier d'un soutien qui va jusqu'à 70% de la hausse d'électricité ou de gaz. Mais c'est vrai qu'on cible sur les Et elles devront collectivités s'en contenter. qui sont les plus en difficulté, parce que la réalité, c'est que le budget de l'État ne peut pas soutenir l'intégralité des collectivités locales. Alors, dans les choses qui coûtent de l'argent, il y a une promesse qu'Emmanuel Macron avait faite dans sa campagne, c'est l'allègement des droits de succession. Vos collègues députés Aurore Berger et Mathieu Lefebvre du groupe majoritaire Renaissance ont déposé un amendement pour remettre ce sujet sur la table. Bon, on a compris que ce n'était pas pour tout de suite, que vous n'aviez pas l'argent, mais dans ce cas-là, c'est pour quand? Est-ce que ce sera effectif en 2024? Est-ce que pour le prochain budget, vous prenez l'engagement d'alléger ces droits de succession? Ils l'ont dit, c'est un amendement d'appel qui permettra d'avoir le débat dans l'hémicycle sur ce sujet-là. Un amendement d'appel, c'est pour que ça rentre en vigueur un jour, quand Oui, même. qui nous permettra au gouvernement de donner des précisions sur le calendrier. Il y a effectivement un engagement de campagne du président de la République qui a dit qu'on allégerait les droits de succession dans le quinquennat. Et je peux vous le dire et vous le reconfirmer ici, nous allégerons les droits de succession dans le quinquennat. Mais pas forcément en 2024. Ensuite, il y a une question de rythme. Moi, je pense qu'il faut commencer à faire entrer en vigueur la mesure à partir de l'année 2024. Est-ce que c'est l'intégralité de la mesure ou est-ce que ça se fait sur plusieurs années dans le quinquennat? Ça fera partie des débats qu'on aura avec les parlementaires. Moi, ma responsabilité, c'est d'éclairer la représentation nationale et de leur dire ce qui est soutenable ou pas pour nos finances publiques. On a une trajectoire qui a été fixée de réduction des déficits. On a réduit le déficit ces dernières années. Il était de 9% en 2020, 6,5% en 2021. Il est de 5% cette année. Il doit être de 3% en 2027. Même si vous savez qu'il y a des doutes sur votre stratégie, le Haut Conseil des finances publiques estime que ça va être très compliqué à tenir. C'est son rôle de nous dire que ça va être compliqué, de nous appeler à être les plus efficaces possibles. Moi, ce que je constate, c'est que ces dernières années, on a chaque année réduit le déficit dans notre pays. On doit continuer à le faire. Parce que la réalité, c'est qu'il faut, et c'est ce qu'on est en train de faire, revenir à des finances publiques qui sont plus soutenables et commencer à rembourser notre dette. Parce que sinon, c'est les jeunes générations qui la paieront en impôts dans les années à venir. Donc oui, la mesure sur les droits de succession entrera en vigueur. Moi, je souhaite qu'on puisse démarrer dès 2024. On aura le débat dès ce PLF, puisque un certain nombre d'amendements ont été déposés. Vous avez vu la majorité des oppositions dans le cadre des dialogues de Bercy que vous avez organisés pour préparer ce budget. Est-ce que vous avez acquis la conviction qu'un accord était possible ou vous serez contraint de recourir au 49.3 faute de majorité? Pourquoi on a fait les dialogues de Bercy? Parce qu'on est face à une situation parlementaire assez inédite. Nous n'avons pas la majorité absolue. Et donc ça nécessite d'évoluer dans la méthode. D'habitude, le projet de loi de finances, le budget, il est présenté aux parlementaires après qu'il ait été adopté en Conseil des ministres. Avant ça, les parlementaires n'ont rien. Moi, j'ai dit on change de méthode. Et on transmet plusieurs semaines en avance, avant le Conseil des ministres, aux parlementaires, le contenu du PLF, les articles. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'ils vous ont dit on est prêt à voter? D'abord, ce que j'ai constaté, c'est qu'au début, une partie des oppositions avait dit on ne viendra pas. Ils sont tous venus. Ensuite, une partie des oppositions avait dit on fait la première réunion. Ils ont fait toutes les réunions. On a eu plus d'une dizaine d'heures de travail. Et à l'issue, ils ont dit eux-mêmes dans la presse, les oppositions, que ça avait été utile. Et donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que le texte tel qu'il est présenté au Parlement, tel qu'il sera, je l'espère, adopté au Parlement, ne sera pas le même que celui qui est rentré dans les dialogues de Bercy. On a repris des propositions des oppositions sur les collectivités locales, par exemple, en abondant la DGF de 210 millions d'euros. Mais ça ne vous empêchera pas de devoir recourir au 49.3. Sur la question de la forêt, sur la question de la lutte contre la fraude. Pour autant, et je réponds immédiatement à votre question, les oppositions ont été claires depuis le début, mais avant même qu'on démarre les dialogues de Bercy, en nous disant, quel que soit le contenu de votre budget, on votera contre votre budget et on vous
forcera, entre guillemets, à avoir recours au 49.3. Donc il y avait de toute façon assez peu de suspense avant même qu'on démarre les travaux. Autre sujet qui concerne les oppositions, plusieurs partis sont concernés par des affaires de violences sexuelles sexistes, même si parfois elles sont imprécises. C'est le cas de Julien Bayou, l'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui dénonce ce matin chez nos confrères du journal Le Monde une confusion entre féminisme et maccarthisme. Après avoir été mis en cause par Sandrine Rousseau, autre députée écologiste, il considère avoir été considéré comme présumé coupable. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'il a été injustement ciblé? Moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Moi, j'ai été assez, effectivement, surpris par la manière dont les choses se sont faites, avec Sandrine Rousseau qui est allée sur un plateau télé, jeter des accusations sans précisément dire de quoi il s'agissait, ce qui a conduit à une mise en retrait. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je ne les connais pas. Voilà. Simplement, moi je pense que ce qui est important, c'est quand même toujours de s'en remettre à la justice et au fait que la justice peut être saisie, qu'il peut y avoir ensuite des enquêtes, des condamnations. Et c'est ça qui doit rester la boussole. Ça n'empêche pas pour des formations politiques de se doter de cellules qui permettent de regarder un certain nombre de choses, et y compris d'accompagner des potentielles victimes vers une saisine de la justice. Oui, mais c'est compliqué, vous dites qu'il faut se tourner vers la justice et en même temps avoir une cellule. C'est forcément une justice un peu parallèle. Même Éric Dupond-Moretti dit, attention, ça n'a aucun sens, c'est une forme de justice de droit privé. Non, mais je pense que s'il s'agit d'une cellule qui permet de faire de la prévention au sein des formations politiques et potentiellement d'identifier des potentielles victimes pour les accompagner vers une saisine de la justice, je pense que dans ces cas-là, ça peut être sain. Vous savez, moi, je ne suis pas là en train de faire des leçons de morale ou de pointer du doigt. Aucun parti n'a le monopole du vice, aucun parti n'a le monopole de la vertu. C'est des sujets de société qui traversent la société dans son ensemble et donc toutes les formations politiques. Donc la question qui est posée aux formations politiques, c'est pas est-ce que vous l'avez plus blanc que blanc ou pas, c'est est-ce que vous vous dotez des outils qui vous permettent de gérer ces situations le mieux possible. Et moi, je pense que le mieux possible, ça reste quand même de se tourner vers la justice. Merci Gabriel Attal d'avoir accepté notre invitation.